développement, dans l'axe 1, qui sous-entend la thèse du sujet, alors il y a une phrase affirmative qui va soutenir une position, c'est-à-dire la position de la thèse. Ici, on dit « L'injustice s'explique essentiellement par la mauvaise répartition des ressources. » Alors, si nous considérons les ressources naturelles que le continent regorge, alors, on peut dire que c'est la générosité de la nature qui nous a permis de transformer ces ressources-là à notre guise. Et quand ces ressources sont mal réparties, directement, on aura une situation d'injustice. Comme le disait Rousseau, quelque part, il dit que la propriété privée est la source de l'injustice dans la société. Donc cette expression de Jean-Jacques Rousseau nous renvoie dans sa conception de l'état des natures et de l'état civil, dans sa conception politique, dans sa conception sociale et politique. Rousseau dégage une hypothèse selon laquelle l'homme aurait vécu dans un état de nature et caractéristiquement cet état de nature est un état qui n'avait pas d'organisation sociale, c'était un état où la liberté était naturelle, c'était la liberté totale, parce que l'homme était libre de faire tout ce qu'il voulait, il n'y avait pas de propriété privée, il n'y avait pas d'organisation familiale, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de progrès, il n'y avait ni loi, encore moins un droit. Donc c'était un état similaire à la vie primitive. Donc, cet état de nature qui a été imaginé par Rousseau, qui est d'ailleurs une hypothèse, qui explique l'état dans lequel l'homme se trouvait auparavant. Donc, on a vu que la liberté était totale parce que rien n'appartenait à personne. Les ressources naturelles dont le sujet fait allusion n'appartenaient à personne parce que l'homme n'a reçu de la nature. Personne n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Donc, la nature qui était généreuse à l'égard de l'homme, il faisait la cueillette, il faisait la pêche, il mangeait là où il pouvait trouver à manger, et alors il étanchait sa soif là où il pouvait trouver des cours d'eau ou encore des ruisseaux pour étancher sa soif, et il se reposait sur les manguiers, il se reposait sur les arbres. Rien n'appartenait à personne. Donc, ce qui équivaut à dire que l'absence de cette propriété privée-là peut justifier la situation de stabilité, la situation de tranquillité des hommes dans l'état de nature. Parce que ces hommes n'avaient pas besoin de ses semblables. Il n'y avait aucune raison alors d'avoir besoin de ses semblables puisqu'il n'y avait pas d'union. C'était vraiment de l'individualisme exacerbé. Chacun vivait comme ça dans la nature, il était errant dans la nature, sans aucun besoin. Mais quand même, il satisfaisait ses besoins naturels et nécessaires. Donc, à partir du moment où la société va migrer vers d'autres formes de société, qui est l'état civil, cette fois-ci, nous allons constater que l'apparition de la propriété privée serait un facteur à compromettre la cohésion sociale. Parce que les individus qui seront soutenus par d'autres pour exhuber leurs forces ou encore pour s'approprier du bien commun et faire ça d'une propriété privée, ce sont eux qui seront à la base de l'inégalité sociale parce que la propriété privée en ce moment serait le fondement et la base de l'inégalité sociale. Mais auparavant, dans l'état de nature, l'homme ne connaissait pas donc cette injustice-là. L'homme ne connaissait pas un coup de force parce qu'il vivait tout naturellement dans la nature. Mais quand la propriété privée a fait son apparition, c'est à partir de là qu'il y a eu l'injustice, il y a eu l'inégalité dans la société. Donc ce passage de Jean-Jacques Rousseau nous renvoie dans sa conception sociale et politique. Donc plus loin, nous allons voir aussi avec Karl Marx qui dit que les principaux moyens de production et d'échange appartiennent à la classe bourgeoise. Donc si nous prenons la situation
sociale de l'époque de Karl Marx, c'est-à-dire l'époque contemporaine, nous allons avoir essentiellement deux classes, notamment la bourgeoisie et le prolétariat. Et généralement, ces classes se sont livrées à un combat, à une lutte, tantôt ouverte, tantôt directe, tantôt indirecte. Et il s'agit du rapport de production qui est entre les bourgeois et les prolétaires. Donc, les bourgeois ayant les moyens nécessaires, ayant les fortunes, donc n'avaient pas la force nécessaire de travailler. Donc, les prolétaires n'avaient que leur force de travail à vendre. Donc, ce qui veut dire que ces prolétaires-là étaient à la merci des bourgeois. Donc, cette situation d'exploitation de l'homme par l'homme serait le fondement de l'injustice sociale également. Parce que le prolétaire n'arrivait plus à vivre avec le salaire que le bourgeois lui donnait. Parce que ce qu'il gagnait était insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, ce qui fait que les prolétaires, même, étaient dépossédés de leur famille. Parce que le prolétaire était obligé d'envoyer sa femme dans les ateliers, dans les plantations, pour aller travailler au compte du bourgeois. Et de surcroît, il envoyait aussi ses fils pour aller travailler. Donc, on peut dire que la bourgeoisie a dépossédé du prolétariat toute sa substance vitale. C'était de l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, les prolétaires n'ayant pas de conscience révolutionnaire ne pouvaient pas se révolter du coup. Donc, il fallait d'abord les informer, il fallait les motiver, les galvaniser, alors les montrer que toute la richesse du bourgeois était liée à leur labeur. C'est au prix de leur travail, c'est au prix de leur labeur que la bourgeoisie alors était dans une situation vraiment fantastique, dans une situation confortable et très commode. Donc, Karl Marx et Friedrich Engels vont se livrer à ce combat-là pour aiguiser la conscience des prolétaires, à s'unir, à s'organiser pour pouvoir combattre cette dictature qui est imposée par la bourgeoisie. C'est par la suite que les prolétaires qui se trouvaient un peu partout en Europe vont mutualiser leurs efforts, vont conjuguer leurs efforts pour mener une lutte commune en mettant en place une ligue des mouvements ouvriers. Et c'est cette ligue-là qui va prendre de l'ampleur et progressivement, elle va s'implanter un peu partout en Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, et en France ou encore en Belgique. Donc, le mouvement ouvrier va commencer vraiment à prendre de l'envergure et la lutte serait coordonnée et finalement, les prolétaires auront une force pour combattre la bourgeoisie, pour combattre le système, pour combattre l'idéologie dominante qui venait de la part des bourgeois. Donc, à ce niveau, on peut expliquer l'injustice ou encore la mauvaise répartition des richesses à ce niveau, qui peut être un facteur d'injustice. Donc, après, nous pouvons ajouter également le passage d'Aristote qui dit que l'égalité des parts n'existe que lorsque les personnes sont égales, disait Aristote. Alors, on mettra un terme à l'inégalité parce que quand nous parlons de l'égalité, ce serait un partage égal, un partage quitte 50-50. Et cette l'égalité des parts va exister à partir du moment où les personnes seront égaux devant la loi ou encore devant une situation bien déterminée. Donc, en tant qu'il y a exploitation de l'homme par l'homme, on ne saurait parler de l'égalité. Donc, l'égalité, elle est bien confirmée par Aristote, et la condition de l'égalité, c'est de faire dissiper la mauvaise répartition des ressources. Donc, si on arrive à bien répartir judicieusement les ressources naturelles ou encore les ressources qui constituent aujourd'hui le socle de l'économie, si cette ressource-là est bien répartie, alors nous allons dire qu'en ce moment, il y a l'égalité entre les hommes dans la société.